Bonjour à tous et à toutes, et merci pour votre accueil, et merci... Est-ce que vous voulez que je vous présente? Oui, un petit peu. Allez. Alors, donc vous êtes directeur du pôle stratégie inspirée du vivant à l'Institut des futurs souhaitables, où vous menez actuellement les explorations du pôle biomimétisme de l'Institut. Vous êtes également expert associé de Picaya, bureau d'études qui accompagne la résiliation et la métamorphose des organisations. Vous êtes aussi expert associé au CEBOS, si je dis bien le terme. Comme vous vous embêtez un peu également, vous êtes passionné des milieux polaires et vous êtes depuis plus de 15 ans régulièrement chef d'exposition sur des navires, d'expédition, en navire, que ce soit en Arctique comme en Antarctique. Donc, comme nous le disions au départ, vous développez l'approche du biomimétisme en France depuis 10 ans. Et puis ce matin, vous allez nous présenter comment passer du vivant comme ressource au vivant comme allié. Et on va commencer par un exercice de méditation guidée. La scène est à vous. Merci. Évidemment, quand on parle du vivant, on pourrait se dire, bon, on nous a parlé du climat, etc. Maintenant, il faut aussi, c'est vrai, s'inquiéter des conséquences sur la biodiversité. Et je n'ai pas dit, évidemment, la biodiversité ici, et ce n'est pas pour rien. Et peut-être pour faire ressentir, plutôt que de rentrer tout de suite dans les concepts, je vais vous demander, parce que ça fait du bien aussi de se lever de temps en temps, si vous voulez bien vous lever, tous et toutes. Ça ne va pas durer très longtemps. Et peut-être tout simplement prendre un petit moment déjà pour prendre une bonne respiration. Si vous avez envie de vous étendre un petit peu, de vous étirer, ça peut faire du bien. Voilà, moi je sais que ça me fait du bien là. Et réalisez simplement qu'en prenant cette respiration, vous pouvez remercier peut-être les plantes. L'oxygène vient de quoi? Vous êtes en train de respirer un déchet, chers amis, mais un déchet qui est une ressource extraordinaire pour nous. L'oxygène, ça vient de la photosynthèse. Et ce n'est pas le but de ces plantes, de ces algues, de ces arbres, de produire de l'oxygène. C'est un déchet de leur processus pour fixer du carbone. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est profiter d'un processus vertueux qui prend le carbone, qui le transforme en ressource extraordinaire. Donc le carbone n'est pas un problème, c'est la déstabilisation du cycle du carbone qui est un problème. Le carbone est une ressource pour le vivant. Et vous êtes en train de profiter du déchet de cette dynamique extraordinaire qui est apparue il y a un peu plus de 2 milliards d'années. La photosynthèse à oxygène. Et maintenant, je vais vous proposer juste quelques secondes de fermer vos yeux. Et je vais vous poser une question. Je me sens particulièrement vivant ou vivante dans quel endroit? Revenez à cet endroit où vous vous sentez particulièrement vivant et vivante, quel que soit l'endroit. Prenez le temps d'y retourner. Vous y êtes? Vous ressentez les sensations que vous pouvez ressentir dans cet endroit, la paix peut-être que vous ressentez, l'empathie. Et maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. Pouvez-vous lever la main, ceux qui se sont retrouvés dans un environnement avec des écosystèmes autour d'eux, que ce soit océanique, etc. Juste pour savoir. Ok. Très bien. Vous voyez, le vivant, il est dans votre vie, en fait. Hein. Votre vie quotidienne. Ce sont des endroits que vous aimez, des endroits qui vous ressourcent. Peut-être ceux qui étaient dans un environnement de montagne, est-ce que vous pouvez vous asseoir, juste pour avoir une idée? Voilà. Et regardez les autres autour de vous. Très bien. Ceux qui étaient dans un environnement urbain maintenant, où il y a de la vie aussi. Hein. Pas beaucoup, tiens, qui s'assoient. Mais ce n'est pas pour critiquer, c'est aussi des environnements pleins de vie. Ceux qui étaient dans un environnement plutôt agricole ou semi-agricole, périurbain. Ceux qui étaient plutôt au bord d'océan ou de mer, ou dans des milieux humides. Voilà, vous pouvez tous vous asseoir maintenant. Et vous voyez, casser l'illusion d'une séparation. Il y aurait la nature ou le vivant d'un côté et moi de l'autre, et puis de temps en temps, je m'en occuperai ou pas, en fonction de la chaîne de valeur, en fonction de... C'est ça que je voulais vous faire ressentir. C'est votre quotidien, c'est votre vie à vous dont il s'agit. Il n'y a pas la nature d'un côté et nous de l'autre. Maintenant, je vais vous reposer une dernière question, et celle-là, elle est un peu taquine. Montrez-moi là où vous êtes, où est le nord? Avec votre bras. À peu près. Allez, osez.
C'est pas mal, c'est là. Et vous voyez, posez cette question-là à Paris, posez cette question-là dans les grandes villes, il y a très peu de gens qui sont capables de répondre à une question aussi simple, où est le Nord? C'est normal, on est dans des environnements qui ont été artificialisés avec l'augmentation des villes, avec l'augmentation de la lumière artificielle, et on est bien souvent plus capable de répondre à une question aussi simple que ça. Mais je pourrais vous poser la question, d'où viennent les vents dominants? D'où vient l'eau du robinet? Quel bassin de captation? Très peu d'urbains sont capables de répondre à ces questions. C'est aussi ça dont il s'agit, c'est même avant tout ça, une question culturelle de la relation au vivant. Comment on crée de la valeur sans détruire ces énormes valeurs qui nous ont apportées par le vivant, souvent sans nous présenter de facture. Alors le vivant comme ressource, dans le sens un peu industriel, parce que ça peut être une ressource spirituelle, une ressource psychologique. Mais est-ce que c'est simplement une ressource à extraire, à utiliser, ou est-ce que ça peut être un allié? Voire un problème, comme le dit le philosophe Baptiste Morisot, mais avec peut-être certains agents du vivant avec lesquels, au minimum, il nous faudra inventer une forme de diplomatie interespèce. Les étudiants, je pense que vous avez eu l'occasion de voir la Terre tourner avec One Home. Et là, je ne veux pas refaire l'exercice, c'est simplement pour vous montrer notre territoire, notre vrai territoire à l'échelle du système solaire et du cosmos. Cette photo, elle a été prise par un satellite qui tournait autour de la Lune avec des humains à l'intérieur pendant la conquête de l'espace, où c'était tous des militaires qui partaient dans l'espace, qui partaient en tant qu'Américains ou en tant que citoyens de l'Union des républiques soviétiques. Beaucoup d'entre eux sont revenus terriens à cause de cette vision de l'espace. Une question de perspective donc, et une question d'histoire en commun. La vie est apparue sur Terre dans l'océan primordial, le même océan qui borde nos côtes encore aujourd'hui, 3,8 milliards d'années, il y a 3,8 milliards d'années. Et cette vie, elle a connu des tas d'événements, avec des moments où il y a eu des explosions de diversité, je vous ai parlé de l'apparition de la photosynthèse il y a 2,4 milliards d'années à peu près, et des moments au contraire d'effondrement. On se rappelle tous de l'histoire des dinosaures. Ils n'ont pas tous disparu. Chaque oiseau que vous croisez, ce sont les descendants directs des dinosaures qui ont survécu à l'époque, les dinosaures aviaires. Donc une vie mouvementée, mais une vie résiliente. Et les scientifiques nous racontent par des schémas un petit peu cette histoire-là. Le Muséum d'histoire naturelle travaille sur l'évolution, comment comprendre les dynamiques de l'évolution du vivant. Mais on ne peut pas s'empêcher, parce que nous les humains, on est dans l'arbre de la vie, on ne peut pas s'empêcher de nous représenter comme étant le bout de l'évolution. D'accord? L'être le plus achevé. Et là aussi, il y a des problèmes de représentation. Et je ne suis pas en train de te dire l'humain ne vaut rien. Bien sûr qu'on aime nos semblables, bien sûr qu'on aime nos proches et ceux qui nous ressemblent, mais en aimant aussi ce tissu de la vie qui nous soutient, sans qui on ne serait pas là. Et je vois encore des hommes politiques et des femmes politiques et d'autres, c'est pas pour brocarder, c'est trop facile. Moi, un immense respect pour l'engagement politique, ça demande quand même beaucoup d'abnégation souvent. Eh bien, de dire, bon, l'environnement maintenant, ça suffit, arrêtez de respirer alors, chers amis, et puis on verra bien ce qui va se passer. On ne peut pas dire des choses pareilles, on va essayer de le prouver. Donc, la position de l'humain et aussi ce que c'est que cette fameuse biodiversité. Il y a plusieurs types de biodiversité, telle que la science occidentale en tout cas la définit. Il y a la plus connue en général, quand on connaît ce mot, c'est la différence entre espèces. Un ours brun est différent d'un ours blanc ou d'un renard, évidemment. Mais au sein d'une même espèce, il y a ce qu'on appelle la diversité génétique. Et vous voyez les petites couleurs qui sont représentées là, disons que ça représente comme un sac de billes la diversité génétique des guépards. À partir du moment où la population s'effondre, vous n'avez qu'une partie de cette diversité qui survit. Et même si la population regrandit, ce qui n'est pas le cas pour les guépards, eh bien, vous avez maintenant beaucoup moins de diversité génétique. Remplaçons les guépards par des variétés de blé qu'on a sélectionnées il y a quelques siècles dans des sols fertiles et qu'on a finalement transformés pour l'agriculture. Eh bien, même si jamais on a énormément de blé qui se développe à travers le monde, la diversité génétique, elle n'est pas terrible. Et si le climat change, comme c'est en train d'arriver, toutes les variétés rustiques qui produisaient moins, tout d'un coup peuvent être un relais, sauf qu'elles sont peut-être plus là. Et vous voyez comment la diversité génétique, c'est le filet de sécurité en cas de changement. Parce que là, s'il y a une maladie qui arrive, ils sont tous à peu près semblables, et il y a un risque de disparition beaucoup plus important de toute l'espèce.
Et puis, il y a la diversité des milieux de vie, ce qu'on appelle les écosystèmes. Si je prends l'exemple d'une forêt, ben la forêt méditerranéenne, ce n'est pas exactement la même forêt que la forêt tempérée mixte ou que la forêt tropicale. Ça reste des forêts, mais il y a une diversité d'écosystèmes. J'aurais pu parler des milieux humides, j'aurais pu parler évidemment des milieux océaniques. Tout ça, c'est ça, la biodiversité, c'est toutes ces diversités-là. Et là aussi, il y a une autre illusion à casser. L'illusion de la séparation. Tout ça est en enveloppement. Les anglo-saxons ont un terme qui est bien plus beau que emboîté, on pourrait le traduire comme nidifié, nested. On a évidemment, je prends l'exemple d'une forêt, les individus qui constituent les individus d'une espèce, comme les cerfs par exemple d'une forêt. Tous les cerfs d'une même forêt, on appelle ça une population. La population de cerfs de la forêt de Fontainebleau près de Paris par exemple. Mais dans cette forêt, il n'y a pas que des cerfs, il y a plein d'autres êtres vivants, végétaux, animaux, champignons, etc. Ce sont des communautés de vie, ce qu'on appelle une communauté ou une biocénose. Et évidemment, j'ai parlé d'écosystème. Un écosystème, c'est forcément dans un lieu situé. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on va compenser la perte d'un écosystème. C'est forcément un endroit donné, avec des relations sociales données, des gens qui aiment cet endroit, qui ont grandi près de cet endroit. Et ce n'est pas parce que vous détruisez là que vous allez compenser ailleurs. Je vous enlève votre bras droit, mais je vais construire une prothèse pour 5 personnes. Ça vous va, monsieur? Non, vous n'avez pas envie qu'on vous pose cette question-là. Vous voulez qu'on vous pose d'autres façons de créer de la valeur sans avoir à faire des arbitrages de ce style. L'ensemble des écosystèmes qui se ressemblent, par exemple la forêt mixte tempérée, celle de Fontainebleau n'est pas exactement la même que celle près de chez vous, mais ils ont des caractéristiques en commun qui fait qu'on les reconnaît comme faisant partie d'un tout un peu semblable. C'est ce qu'on appelle un biome. Le biome de la toundra, le biome des récifs de coraux, le biome de la forêt tropicale. Et la carte que vous voyez là, juste pour les milieux terrestres, c'est l'ensemble des biomes sur Terre. Et il y en a des terrestres et des marins. Et l'ensemble constitue ce qu'on appelle la biosphère. Je suis très frustré. En quelques minutes, je dois vous donner l'essentiel de la complexité du vivant. C'est bien prétentieux, mais disons que c'est une petite curation de ma part pour vous partager ce qui me semble être des points essentiels. Et le vivant, c'est des réseaux. Alors on aime bien, avec les nouvelles technologies, parler de réseaux. Les réseaux du vivant ne sont pas organisés d'une manière complètement homogène. Il y a des agents clés dans les réseaux. Là, j'ai pris, effectivement, je fréquente les milieux polaires depuis plus de 25 ans, en fait, plus que 15 ans. Eh bien, une espèce qui est fondamentale pour la santé des milieux polaires, ça ressemble à une crevette, c'est pas vraiment une crevette, mais ça y ressemble beaucoup, ce qu'on appelle le krill, mangé par les manchots, les poissons, mangé par les grandes baleines, pêché un peu par les humains pour faire des farines pour l'aquaculture, pas trop utilisé. Maintenant, imaginez que ce point-là, que vous voyez là, ça représente par sa taille l'importance économique dans l'économie des humains du krill. Pas trop important pour le moment. Mais en termes d'interdépendance, y compris pour d'autres espèces comme la légine, qui, elle, a une importance économique, c'est fondamental. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Antarctique, remplacer le krill par les vers de terre, par les pollinisateurs. Et vous voyez quand même comment, même avec des bonnes intentions, à essayer de remettre en avant la biodiversité en lui donnant un prix, on peut se retrouver à être biaisé, à sous-estimer les interdépendances. Je n'ai pas toutes les solutions. Je pointe simplement avec beaucoup d'autres acteurs qui sont y compris dans cette salle, comme mon ami Emmanuel Delannoy, que vous verrez tout à l'heure, des choses qui sont juste des bonnes questions à se poser de notre point de vue. Et c'est tous ensemble qu'on doit trouver des bonnes réponses à ces questions-là. Alors, c'est ce qu'on appelle les espèces clés de voûte. Ça, parfois, on va appeler les espèces pivots. C'est un peu comme la voûte d'une cathédrale. Vous enlevez une pierre, c'est le tout qui risque de s'effondrer. Et je vous en ai donné quelques exemples avec les vers de terre, les pollinisateurs, mais il y a aussi des espèces ingénieurs qui vont travailler l'environnement pour créer un nouvel environnement. Un castor qui construit un barrage permet à une zone humide de s'installer, permet à une pénétration plus fine dans la nappe phréatique. On parlait de l'importance du cycle de l'eau, et il y a des études qui montrent en Amérique du Nord et maintenant en Europe, y compris dans la Drôme, l'importance en termes de restauration écologique du cycle de l'eau, du retour du castor d'Europe pour l'Europe. Et vous avez des espèces qui, simplement en poussant, même pas en agissant sur leur environnement de manière active, comme le castor qui construit un barrage, juste en poussant, créent des environnements régénératifs. Les arbres, les récifs de coraux. Alors voilà, le tourisme de demain. Si, quand vous avez du succès, vous êtes accueillant pour beaucoup plus que vous, et que ça régénère plutôt que ça ne détruit d'autres capitaux, qu'est-ce que ça pourrait donner si vous fonctionniez comme un arbre, ou comme une forêt, ou comme un récif de corail? Et pour illustrer tout ça, le fait que cette illusion de la séparation, il nous faut travailler aussi dessus,
Eh bien, les scientifiques ont défini le concept de service écosystémique. Qu'est-ce que je vais retirer en tant qu'humain? Donc c'est très centré sur l'humain au départ, hein, les besoins de l'humain. Et moi j'aime bien cette idée. Hein. Soyons égoïstes, pensons à nous-mêmes et voyons où ça nous mène. J'ai parlé de l'oxygène, service de soutien. J'ai parlé de l'alimentation, qui vient au départ d'écosystèmes sauvages, hein, même le blé, les espèces cultivées, mais c'est aussi les fibres, le bois, les substances médicinales, services d'approvisionnement. Ceux-là, ils sont assez bien quantifiés dans l'économie des humains, la plupart du temps. Services de régulation, le carbone, ça commence à arriver. Une forêt qui pousse va fixer du carbone, effectivement. Mais une forêt qui pousse en zone montagneuse va aussi réguler les précipitations intenses, n'est-ce pas? Service de régulation. Une zone humide va auto-épurer jusqu'à une certaine mesure aussi l'eau, service de régulation. On a montré que dans les zones tropicales, quand il y avait des récifs de coraux et des mangroves en bonne santé, beaucoup moins de dégâts sur la côte, y compris économiques, service de régulation. Beaucoup plus difficile pour les services de soutien. Quelle est la valeur de l'oxygène? Mettez-moi un prix sur l'oxygène. Service culturel, alors là on est en plein dans les enjeux du tourisme. Ça peut être évidemment un paysage bien plus agréable à arpenter qu'un champ en culture intensive d'une seule espèce. Ça ne veut pas dire que ça ne remplit pas d'autres objectifs, hein, je ne suis pas en train d'opposer là. Mais tout simplement, évidemment que la biodiversité dans vos paysages est un facteur attractif, évidemment. Et c'est aussi un site qui peut être sacré pour un peuple, culturellement. Ça aussi c'est un service culturel. Un arbre sacré, une colline sacrée, ça fait aussi partie des services culturels. Alors, voilà, on revient un petit peu à cette vision de la Terre. Alors c'est une représentation hein, qui essaie de s'approcher de la réalité de ce qu'on pourrait observer en étant dans l'espace. Et là, je vais vous montrer un truc bizarre que nous, on est très capables de faire les humains sur cette réalité émergente que n'importe quelle autre espèce qui regarderait notre planète de l'extérieur pourrait contempler. C'est qu'on projette les frontières humaines. Nos montagnes, nos rivières, un truc un peu bizarre. L'esprit humain projette ces concepts. Et ces concepts, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent varier aussi au cours du temps. Un ami comme Jean-Pierre Gou essaye de faire émerger la conscience de notre appartenance, oui. La célébration de nos différences, oui. Mais notre appartenance à l'échelle de la planète, Homo biospherus. L'homme qui prend conscience de sa biosphère, comme le petit prince, qui est une métaphore que Jean-Pierre adora, qui représente aussi, quelque part, sa planète. On pourrait tous être des petits princes et des petites princesses qui représentent les intérêts de notre planète avant tout. Et puis, les révolutions industrielles, et même avant ça, la révolution du néolithique, forcément ont changé la donne par rapport à la relation au vivant. Le chasseur-cueilleur qu'on a été pendant plus de 250 000 ans, peut-être 300 000 ans, il y a seulement 10 000 ans, s'est transformé en cultivateur et en éleveur et en citadin. Comment vous voulez effacer 290 000 ans de connexion intime, pour le meilleur et pour le pire, hein, je ne fais pas de l'angélisme, hein, je ne dis pas que c'était juste le jardin d'Éden. Il y avait le prédateur qui pouvait tuer l'enfant ou tuer nos proches. Mais il y avait une connexion intime et un sentiment d'équivalence dans la relation humain-non humain. À partir du moment où je maîtrise la variété végétale, où j'élève l'animal, la relation a changé. Et c'était bien inéluctable. Je maîtrise maintenant et je contrôle la Terre. Et certains sociologues nous disent aussi qu'il y a une relation avec la façon dont on a traité nos relations entre hommes et femmes aussi, puisqu'on a besoin de contrôler le patrimoine. Et évidemment, quand on se rapproche beaucoup plus qu'il y a 10 000 ans, les révolutions industrielles, fantastique énergie, les énergies fossiles, avec des instruments d'une puissance phénoménale qui ont radicalement transformé nos territoires. Et même si je devais résumer, une puissance encore plus grande avec le feu nucléaire. On recommence à s'inquiéter, c'était beaucoup plus prégnant dans les années 60 et 70, malheureusement ça recommence un petit peu à réémerger, mais une puissance phénoménale. Et qui dit puissance dit responsabilité phénoménale, parce que ça peut glisser, même sans qu'on s'en rende compte. Le nucléaire, on sait, la puissance de nos engins, y compris l'IA, qui fait partie de ces nouvelles puissances, un petit peu moins. Qu'est-ce qu'un territoire? Pas de tourisme sans territoire. Et là, c'est intéressant de voir aussi, c'est pas de la critique, c'est une aventure en commun que je suis en train d'essayer de pointer. La portion de la surface terrestre délimitée et aménagée par une collectivité selon ses besoins
Il contient l'idée d'autorité s'exerçant sur une surface dont les limites sont reconnues et celle d'utilisation et d'aménagement par un groupe social qui se l'approprie. Ça, c'est une définition qui date de 1992 et qui est assez fidèle à beaucoup de choses qu'on va retrouver dans la conception même de l'approche territoriale. Mais il y a d'autres définitions. Pour Pierre Georges et Fernand Verger, le territoire est défini comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique, nationale, territoriale, régionale, etc. Une particularité naturelle, on trouve quand même ce qui émerge, comme un territoire montagneux ou un rivage, etc. Ou culturel, comme un territoire linguistique. Et voici ce qui essaie douloureusement d'émerger. C'est une proposition. Espace délimité et vécu, coproduit par plusieurs espèces. Là c'est intéressant, c'est plus que la perspective des humains, qui utilisent des relations d'usage, d'attachement et de pouvoir. On n'est pas naïf, il y a aussi des enjeux de pouvoir. Il combine des composantes écologiques, ressources, habitats, des règles sociales, de droits, de pratiques et symboliques, et on y retrouve toute la question du sens et de la mémoire territoriale. Et ça se transforme par les interactions entre tous ces vivants. Ça, c'est en train d'essayer d'émerger, une définition plus holistique de la relation au territoire. Pourquoi c'est nécessaire ? Et là, je ne vais pas trop plomber l'ambiance, mais je vais vous donner quand même quelques statistiques clés. Et ce n'est pas des rapports d'ONG militantes, c'est la science occidentale la plus pointue qui nous pointe du doigt, comme ça a été fait avec le carbone et plutôt là, avec le problème du dérèglement climatique, qu'on a un immense enjeu. On est probablement en train de provoquer la 6e extinction de masse de la biodiversité. Sur 8 millions d'espèces à peu près identifiées par la science, 1 million, nous dit l'IPBES, donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, est menacé de disparition à plus ou moins court terme. Je vais, surtout pour les jeunes, vous dire une chose. Si vous êtes comme moi, très attaché au vivant, ne vous inquiétez pas, ça redémarrera. L'évolution en a vu d'autres. Mais ça prend 1 million d'années. Le temps des humains, sapiens sapiens, autoproclamé doublement intelligent, 300 000 ans. Donc la question, ce n'est pas sauver la vie sur Terre, c'est est-ce qu'on est en train de provoquer une extinction encore plus grave que celle provoquée par les dinosaures, avec des taux de disparition jusqu'à 1000 fois plus importants que ce que les archives géologiques nous racontent, sur certains genres, pour les batraciens par exemple. Est-ce qu'on est capable de redresser le tir et de se rendre compte qu'on est en train de détruire la toile qui nous soutient ? Cette infographie que vous voyez là, excusez-moi, c'est en anglais, mais ça vient d'une étude importante qui s'est amusée à comparer ce qu'on appelle la biomasse, donc le poids du vivant. Et oublions celle du haut, je vais me concentrer surtout sur celle du bas. On a estimé que sur Terre, on a 900 gigatonnes d'arbres et arbustes en biomasse. Donc le poids. On enlève l'eau en fait pour pouvoir comparer, pour être plus précis, parce qu'en fonction du taux d'eau, évidemment, les données peuvent varier grandement. Et on a estimé qu'on a 1100 gigatonnes d'infrastructures construites par les humains. La technosphère déborde. Et ça n'a jamais été autant le cas dans toute l'histoire d'Homo sapiens sapiens. On peut voir ça de deux façons. Oh, Tariq, il est encore en train de nous démoraliser avec des histoires un peu déprimantes, ou c'est une formidable aventure humaine que vous, la génération qui est en train de vivre ça, avez entre les mains. Vous pouvez en faire une grande histoire et vous pouvez être demain de grands ancêtres dont on se rappellera parce que vous aurez pris la mesure de ce qui est en train de se jouer. Les deux sont possibles. Je me recroqueville sur le désespoir, où je me dis, ça ne va pas être une promenade, ça va être dur, mais c'est ça une aventure. Et elle est à relever, cette aventure. Ce défi est à relever. Il ne s'agit pas de la couche RSE, là. Il s'agit d'une transformation profonde de notre façon de créer de la valeur. Car on a créé de la valeur, mais on a transformé, ça, cette carte, c'est le taux de transformation des habitats terrestres depuis le néolithique. Quand c'est vert, ce n'est pas des forêts, c'est que c'est encore des milieux sauvages. On a transformé radicalement nos milieux de vie pour les rendre favorables à certains humains, même pas à tous les humains. Il nous faut changer la donne. Ce n'est pas juste une option. Et puis, dans la conception des territoires, puisque le tourisme est évidemment très lié à ça, il y a un autre signal faible qui commence à émerger. C'est qu'on a été très influencé par les révolutions industrielles. Et encore une fois, les solutions du XXe siècle étaient des solutions à l'époque. Sauf que maintenant, on se rend compte qu'elles posent des problèmes. Il n'y a pas les bons ou les mauvais. C'est juste que, voilà, on le constate. Ce qu'on pensait être une solution est devenu le problème d'aujourd'hui. La vraie question, c'est,
est-ce que les solutions qu'on est en train de concevoir ne vont pas être les problèmes de demain? C'est complexe, évidemment, mais ce sont là aussi des questions essentielles. Et dans la façon de concevoir les territoires, eh bien, on voit un peu le territoire encore comme une plateforme technique, un peu comme une carte mère sur laquelle on va mettre des fonctionnalités de mobilité, de tertiaire. Mais le territoire est un système vivant. Et des philosophes comme Thierry Pacaud nous disent qu'il faut passer de l'aménagement au ménagement territorial, ou en tout cas faire dialoguer les deux. Le productivisme aménage les territoires, plutôt il les déménage, selon Thierry Pacaud. Et si on faisait maintenant, pour finir un petit peu sur le constat, le bilan, on a la première cause de disparition de la biodiversité, 600 millions d'oiseaux qui ont disparu en population depuis les années 80, 75% de la biomasse des insectes en Europe centrale en 30 ans, en moins. Je ne parle pas des taux de disparition, des baisses d'effectifs. C'est une érosion, avec un euphémisme, qu'on n'avait jamais vu avant. La première cause, c'est la modification des habitats, l'artificialisation, que ce soit l'urbanisation, que ce soit l'agriculture, les infrastructures, c'est la toute première cause. Puis viennent les surexploitations d'espèces, déforestation, surpêche, etc. Le dérèglement climatique, évidemment, les pollutions et les espèces invasives. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un écosystème qui est en bonne santé est capable de gérer des nouveaux arrivants. Au début, ça perturbe un peu les équilibres, mais évidemment, si c'est fragilisé par tous les autres facteurs, alors là, ça peut devenir aussi un vrai problème de phénomène en cascade négatif. Et quand on revient aux services écosystémiques, j'espère que je vous ai convaincu qu'on dépend de ces services écosystémiques, il y a des études, et pour le coup, là, il y a vraiment des organisations très bien outillées qui nous donnent maintenant des bilans, comme l'ADEME, l'Office français de la biodiversité et d'autres, l'Observatoire de la biodiversité. Eh bien, selon l'Observatoire national de la biodiversité, plus de 75% des services fournis par les écosystèmes sont détériorés ou menacés en France. Et vous avez une carte qui vous représente un petit peu l'état de santé des services écosystémiques. Il y a une étude faite dans les Hauts-de-France où on rentre détail par détail. Services de régulation, capacité de résister au changement climatique. On parlait des assurances qui, de plus en plus, considèrent que la présence de haies, la présence d'écosystèmes capables de faire tampon, eh bien, c'est un taux d'assurabilité qui augmente. Et on n'a parlé que du scénario du GIEC le plus optimiste. Si on passe dans les scénarios pessimistes, ça va devenir de plus en plus problématique de ne pas avoir des alliés dans le vivant pour nous adapter. Alors, on a tous pris quand même conscience au niveau des grandes institutions qu'il n'y avait pas la crise du climat, la crise de la biodiversité, la crise des inégalités. À un moment donné, quand toutes ces crises font système, c'est qu'un changement profond de façon de créer de la valeur est demandé. Ça se traduit par ce qu'on a appelé les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, les ODD. La première fois que j'ai vu les ODD, il y a quelques dizaines d'années maintenant, enfin presque 20 ans, apparaître, eh bien, on présentait les ODD avant tout comme ça. Et le premier réflexe, c'est de voir, bon, 13, 14, 15, climat, biodiversité marine, biodiversité terrestre, ça concerne ceux que ça concerne. Moi, je suis plutôt concerné par infrastructure et innovation, le numéro 9. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu la représentation évoluer vers ça. Peut-on parler d'une économie saine, quels que soient les ODD concernés, s'il n'y a pas une société en bonne santé? Comment retrouver de la confiance? On voit à quel point l'actualité politique nous montre que la destruction de la confiance, c'est une destruction très problématique. On est une espèce hyper sociale, on a besoin de faire société. La santé individuelle, bien sûr, mais la santé du corps social, c'est intéressant la métaphore, elle est aussi très importante pour une espèce comme la nôtre. Et peut-on avoir une santé sociale sans service écosystémique? Donc il nous faut inventer des réponses qui prennent soin de cette santé transversale et pas qui garantit une santé en détruisant les autres. C'est pour ça que cette représentation est intéressante. Dans l'enveloppement, encore une fois. Et finalement, on nous parle des limites planétaires. Alors on pourrait en découvrir encore une autre, franchie. Malheureusement, la mise à jour nous montre qu'on a une nouvelle limite avec l'acidification des océans qui risque d'être franchie. Mais le plus important, c'est les postures en amont, parce que sinon on va courir après la cascade d'impacts négatifs et ça va être de plus en plus déprimant. Comment on se donne comme cahier des charges de repérer ce qu'on appelle des réponses destructrices, c'est-à-dire je réponds à un besoin, le tourisme,
mais je détruis d'autres besoins derrière, fondamentaux, pour mes amis humains ou pour des autres espèces. Et au contraire, repérer les réponses synergiques. Je réponds à un besoin, mais je réponds à des tas d'autres besoins en même temps, comme la permaculture ou l'agroécologie. Alors voilà, pour résumer, on est dans un contexte, particulièrement dans les environnements très urbains, et on voit que les mégapoles, évidemment, se développent de plus en plus à travers le monde, bien souvent hors sol. Je vous ai mis une cour de récréation bétonnée. C'est assez nouveau, ça date des années 50, cette tendance-là. Hors lien, certains sociologues dans les grandes villes parlent de foule solitaire, tous ensemble mais seuls, où finalement on ne connaît même plus ses voisins. Mais aussi hors ciel, qui est capable de lire les constellations dans une grande ville, de repérer où est ne serait-ce que l'étoile polaire. Et de plus en plus hors lieu, avec le risque des réalités virtuelles qui viennent encore plus nous couper du tissu du vivant. Ce n'est pas une fatalité, ce sont des tendances. Et évidemment, c'est caricatural, parce qu'on est là aussi pour éclairer les endroits qui peuvent être problématiques. Et puis, nos environnements changent. Le dérèglement climatique est déjà en train de transformer nos territoires. Je ne sais pas comment ça se passe sur votre territoire, mais moi, j'ai la chance de vivre une partie du mois à Besançon, et j'ai vu des forêts commencer vraiment à avoir du mal à récupérer après plusieurs événements climatiques extrêmes, plusieurs canicules. Vous avez vu les grands feux de cet été. La première fois que je suis allé chez mes amis au Bouchot, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, et que j'ai vu la Loire à sec il y a quelques années, ça m'a fait un sacré coup, et je n'étais pas le seul. Et on voit apparaître une nouvelle maladie psychologique, en tout cas on l'a caractérisée il y a peu, et j'ai découvert que j'en souffrais aussi d'une certaine façon, ce qu'on appelle la solastalgie. La solastalgie est l'expérience des changements négatifs de l'environnement. C'est semblable au concept de nostalgie, du mal du pays en quelque sorte éprouvé par quelqu'un qui est loin de chez lui, mais la solastalgie, la personne est déjà chez elle, c'est son lieu qui la quitte. J'ai grandi près d'Alger, c'était la nature, j'ai fait mes premières armes de naturaliste. Maintenant, c'est la banlieue d'Alger. L'environnement que j'ai connu n'existe plus. Il ne reviendra plus. Ce signal, il monte en puissance. Il y a une forte envie de reconnexion. Ça se traduit par des événements comme le vôtre, le festival Agir pour le vivant, par des livres, par... qui aurait dit il y a quelques années, ne serait-ce que la question de la vie secrète des arbres pourrait intéresser autant de millions de personnes à travers le monde. C'est aussi des changements sémantiques. On commence à voir du langage biologique remplacer le langage issu des révolutions industrielles, y compris pour parler des entreprises. Ma boîte, les rouages de mon organisation, les chaînes de décision, des métaphores de l'industrie lourde. Et on commence à parler avec parfois un peu d'abus de langage, mais ça dit quelque chose d'une envie du vivant, de l'ADN d'une organisation, de l'écosystème d'acteurs, des jeunes pousses. Donc je vous encourage, c'est une direction dont on a tous envie. On est pétrifié par la complexité des enjeux, mais on a tous envie de ça. Et finalement, au-delà de ce que l'on projette du territoire administratif, et ce n'est pas pour opposer encore une fois, il faut faire dialoguer les deux, il y a ce qui émerge. Il y a les grands écosystèmes partagés entre deux frontières. Ou si, bien sûr, j'ai une mesure de gestion qui n'est pas en cohérence d'un côté de la frontière et de l'autre, comment vous voulez qu'on y arrive? Donc la nécessité de dialoguer, ça a été dit aussi tout à l'heure, d'échanger. Et il y a des endroits où ma région s'arrête peut-être là, mais le bassin versant d'une de ma rivière, lui, ne s'arrête pas là. Et les agences de l'eau ont été des beaux exemples de cette vision de la gestion de ce qui émerge plutôt que de ce qu'on y projette simplement. Et puis il y a d'autres territoires pour d'autres vivants qui n'ont pas la même perspective que nous. J'aime bien les travaux de Maxime Blondeau, par exemple, le géographe, qui s'amuse un petit peu à nous changer de perspective. Là, c'est la Méditerranée du point de vue d'un poisson. Enfin, en tout cas, si le poisson prenait quelque chose qui lui permet de voir d'en haut. Mais en tout cas, vous voyez, là, l'océan mondial, pareil, du point de vue de la mer, de l'océan lui-même. Mais c'est aussi le territoire des lynx, qui ne respecte pas les frontières humaines, qui revient un petit peu dans certaines régions, parce qu'on l'a réintroduit d'ailleurs, par exemple, dans les Vosges. Pardon, dans le Jura. Territoire des loups, avec aussi des territorialités, là c'est des meutes de loups différentes qui se sont stabilisées à différents endroits, et c'est intéressant de comprendre aussi tout ça. Les biologistes nous apprennent des choses pour essayer d'aller vers cette diplomatie interespèce et pas forcément l'exclusion des besoins de l'autre vivant.
Alors est-ce qu'on est dans un territoire objet ou dans un territoire sujet? J'aime bien cette représentation des bassins versants aussi. Ça nous donne un petit peu plus cette sensation qu'un territoire est effectivement un système vivant. Viser la régénération. Ça, c'est une illustration qui vient de mon amie Caroline Gervais, qui travaille dans le cadre de ce qu'on appelle le Framework for Strategic Sustainable Development. C'est juste une façon de se représenter les enjeux. On a créé de la valeur économique en détruisant du capital naturel. Évidemment, cette tendance, on ne peut pas la continuer, on voit bien que c'est un cul-de-sac. Au minimum, ralentir la tendance. Ça, c'est le développement durable, soutenable. Mais évidemment, qui a envie de se lever le matin en se disant « au mieux, je vais arrêter de faire du mal ». On a tous envie de prendre soin, on a quand même un capital d'empathie, il faut le réveiller. Prenons soin, c'est tout ce que ça veut dire régénération. Prenons soin là où ça a mal, là où ça a besoin d'être réparé. C'est ça l'invitation. Et c'est vous mieux que quiconque qui pouvez savoir comment vous allez pouvoir incarner cela. Ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Dans votre chaîne de valeur, vous la maîtrisez, vous la connaissez bien mieux que moi. Mais réveillez-vous avec cette envie de prendre soin, de diminuer le sac à dos matériaux qu'on se balade, plus de 15 tonnes par Français en moyenne. Et évidemment, il y a des énormes écarts en fonction des niveaux de vie. 15 tonnes de matière engagée pour assurer le niveau de vie d'un Français ou d'une Française. Vous connaissez cette image du nombre de planètes qu'il faut si tout le monde s'y mettait. Eh bien, il nous faut, c'est une obligation d'arrêter des gaspillages insensés. Ce n'est pas la décroissance au sens de la tristesse, c'est arrêter des gaspillages insensés par l'optimisation des processus. Ne serait-ce que ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne va pas se raconter d'histoire, c'est difficile d'être régénératif tout de suite. Je pense que tu vas en parler, Emmanuel. Ça, c'est une illustration qui vient de la CEC. Évidemment, il nous faut déjà réduire les impacts négatifs et faire en parallèle, en fait. Et éventuellement, à un moment donné, arriver à être net positif. Et c'est pourquoi c'est difficile, parce que c'est aussi bien social qu'environnemental. Et ça, c'est pas gagné. Il y a très peu d'exemples concrets, j'en connais quelques-uns, très peu d'exemples concrets où on est réellement déjà en net positif. Et c'est souvent lié à de l'agroécologie. Donc tourisme durable, tourisme régénératif, visé à restaurer, améliorer, centré sur la revitalisation, le remettre en vie et encourager le net positif, et évidemment impossible sans des coopérations importantes et sans travailler avec d'autres acteurs que ceux qui sont directement concernés par la question du tourisme. Signal faible? Peut-être. Mais on entend de plus en plus parler, il y a de plus en plus d'institutions, il y a les stands de certaines d'entre elles qui sont là, de cette importance de la régénération. La CEC, par exemple, il y a plusieurs centaines de feuilles de route d'organisation à vocation régénérative. Le BPI France a fait un rapport qui fait un peu l'état des lieux. On a créé une association aussi des acteurs du régène, de la régénération, pour essayer de clarifier un petit peu les différentes étapes essentielles. Et puis, il y a la question des échelles. On peut penser produits-services, on peut penser bâtiments, on peut penser quartier pour l'aménagement et le ménagement territorial. On peut penser ville, on peut penser territoire en intégrant les nécessités de restaurer la biosphère. Donc ce n'est pas sur un petit morceau, il nous faut penser à ces différentes échelles. Et je voudrais citer l'Institut Michel Serres, il nous faut penser santé commune, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, santé individuelle, santé sociétale, santé des milieux naturels. Ça commence à émerger doucement dans certaines chaînes de valeur, comme l'agriculture et la cosmétique, sous le vocable de One Health, une santé. Je vais finir en quelques minutes sur des exemples qui m'ont particulièrement inspiré. La semaine dernière, j'étais chez Poche Eco, une entreprise qui a connu une crise importante, qui fabrique des enveloppes. Beaucoup d'entre vous peut-être connaissent Poche Eco. J'ai emmené un grand groupe que je ne citerai pas pour le moment parce qu'on travaille avec eux sur ces questions-là de manière plus discrète, pour leur montrer que c'est possible de transformer une infrastructure pour la rendre favorable au vivant, pour accueillir le vivant, et aussi se préoccuper, ce faisant, de la santé des collaborateurs, puisque ça a été ça le démarrage. Produits toxiques, encre toxique, difficultés en fait des postes de travail, et dans un contexte qui était vraiment d'effondrement d'une certaine façon. Et maintenant, c'est un exemple, ils ont ouvert d'autres activités où ils accompagnent des dizaines et des dizaines de projets en Europe et à travers le monde qui essayent de répliquer cette preuve de concept qui est Poche Eco. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler, mais je tenais à les mentionner.
Là, c'est l'école de la nature de Boulogne-Billancourt, où comment des architectes, certes à grand renfort de carbone, parce qu'il y a pas mal de béton, ont conçu dès le départ l'infrastructure pour être biodiversité positive, c'est-à-dire par plantation, mais aussi par colonisation naturelle du bâtiment. Et là, vous avez plus de biodiversité sur le bâtiment que dans un parc parisien, c'est suivi par le muséum. Un bâtiment à biodiversité positive, c'est possible, y compris dans un milieu urbain. Et puis la question des paysages régénératifs, l'agriculture qui va cultiver l'eau. Je vous ai parlé du castor, mais c'est aussi des aménagements qui peuvent aider à faire rester l'eau plus longtemps sur le territoire, de façon à ce qu'elle soit utilisée plusieurs fois, y compris par des écosystèmes. Et je voulais vous parler, suite à la discussion qu'on a eue hier, Caroline, de mes amis du Bouchot. Là, vous voyez 2 photos. Avant qu'ils s'installent, c'est en Sologne, c'est un écolieu, et après qu'ils aient fait leurs interventions. Ils accueillent des touristes, ils accueillent des séminaires, et les gens viennent jusque-là parce que justement, ils ont régénéré leur lieu et que ce n'est pas du tout la même expérience que vous avez quand vous avez là-bas, si vous y avez été 20 ans avant. C'est ça. Moi, je suis vraiment convaincu qu'il y a des tas d'exemples autour de vous déjà, et il faut vous relier les uns les autres. C'est un exemple que je connais bien parce que ce sont des amis intimes depuis plus de 20 ans. Le GAEC de Mont-la-Huc, dans la Drôme, qui travaille avec le castor. C'est des agriculteurs et des éleveurs qui voient ce que le castor apporte au cycle de l'eau sur leur territoire sous tension, surtout pendant les périodes estivales. Et c'est suivi avec des scientifiques. Les solutions fondées sur la nature. On a nos amis de l'Office français de la biodiversité qui sont là. Allez les voir. On est en train de préparer avec eux un MOOC, un cours en ligne avec 20 épisodes qui décriront dans pleine de chaînes de valeur, y compris le tourisme, comment concrètement partager des retours d'expérience terrain sur le fait de construire des écosystèmes naturels qui rendent aussi des services aux humains. Ici, vous avez l'exemple, par exemple, de la zone libellule, en sortie de station d'épuration pour se débarrasser des micropolluants, où vous avez non seulement la fonction d'épuration, c'est une zone d'activité éducative, on y vient se promener. Qui va se promener le week-end dans une station d'épuration ? Ben là, ça arrive. Et ils ont vendu le concept en Chine. Donc voilà, solution fondée sur la nature. J'ai été tas d'exemples, on est en train de finir avec l'OFB les montages et les tournages en 2026. N'hésitez pas, ça sera gratuit, on communiquera là-dessus. Il y aura des ressources avec des expériences terrain, pas de la théorie. Et je vois que le temps passe rapidement. Je voudrais juste peut-être finir sur cette question-là. La question des droits de la nature. Comment on peut aussi finalement donner une voix ? Il y a le Parlement de la Loire qui essayait de faire en sorte de réunir plein d'acteurs qui pourraient avoir une représentation de l'intérêt de la Loire et donc des espèces qui vivent dans la Loire, autour de la Loire, pour discuter des transformations nécessaires. Ça peut être intéressant dans le tourisme aussi, peut-être que vous contempliez cette direction-là. Qui pourrait parler pour ? Et on se dit, mais c'est utopique, une rivière ne peut pas parler, mais c'est ce qu'on fait avec les enfants mineurs, hein. Il y a toujours quelqu'un, un représentant légal. Hein. Alors voilà, la question c'est qui pourrait parler au nom d'eux ? Et finalement, je peux vous mettre tourisme durable dans un Monopoly, ou permaculture, ou biomimétisme, ou tout ce que vous voulez. Si les règles du jeu restent les mêmes, la fin sera toujours la même, et quel que soit le joueur, un gagnant et des perdants. Je vous ai mis une petite sélection de personnes que j'ai estimées. Vous pouvez remplacer par qui vous voulez. Ce n'est pas qu'une question de joueur, c'est une question de design du jeu lui-même. On est en période, au mieux, de transition, où on quitte un monde dont on ne veut plus, en partie en tout cas, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui pourrait bien le remplacer. Toutes les grandes périodes de transformation de l'humanité se sont caractérisées par des tensions similaires. La fin du Moyen-Âge, l'aube de la Renaissance, guerre de religion, les catholiques contre les protestants, la Saint-Barthélemy, massacre des Indiens, l'esclavage et en même temps l'invention de l'humanisme. Mais quelle formidable aventure humaine que de contribuer à ce basculement. Vous êtes en train de vivre cela. Je ne m'intéresse pas simplement aux jeunes parce que évidemment c'est à vous que je pense tout de suite, mais à toutes les générations. C'est le moment de sortir le meilleur. L'époque en a besoin. Merci. Merci beaucoup, Tariq.
absolument passionnant. On le voit d'ailleurs aux applaudissements. Vraiment, c'était très intéressant, passionnant, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être des personnes? On en prendra une, vu le timing. Je suis désolé, j'étais plus long et plus bavard que prévu. Mais c'est pas grave. Mais je reste pour le déjeuner, donc si jamais il y en a qui veulent échanger avec moi, ça sera avec un grand plaisir. Est-ce que vous avez une question dans la salle ou une personne a une question? On va faire passer des micros. Il n'y a pas de questions? Ah, si. Il y a un monsieur ici. Je ne sais pas si une personne peut amener un micro. Je vais vous demander de vous lever et puis de vous présenter rapidement, nom, prénom, et puis votre entreprise ou université, ou peu importe, et puis votre question. Bonjour, donc Samuel Pouifou. Il y a un micro qui arrive. Sur tous ces sujets-là. Et nous, en fait, moi, en tout cas, dans mes travaux, ce qui est dur avec la biodiversité, contrairement au carbone, c'est qu'on n'a pas vraiment d'outils pour mesurer ce qu'on perd, ce qu'on gagne, même pour donner de l'information, pour dire, en faisant ça, vous contribuez positivement, ou en tout cas moins néfastement, plutôt qu'en faisant ça. Et même quand on a des exemples qui sont plutôt de beaux exemples, il suffit de parler des fois avec un chercheur qui dit « Ah oui, l'intention était bonne, mais en faisant ça, il y a telle partie aussi de l'écosystème qui a été détruit, même si de ce côté-là, on a l'impression que c'était plutôt quelque chose de positif. » Donc je voulais avoir un peu votre avis aussi sur cet aspect-là. C'est dur de répondre brièvement à une question aussi complexe, mais peut-être je vais utiliser la métaphore, j'espère ne pas divulgacher, peut-être ce que tu pourras leur dire cet après-midi, Emmanuel, mais ça vient de toi, cette métaphore, celle du surfeur. Est-ce que je veux maîtriser la vague en tant que surfeur, ou est-ce que je veux développer une posture qui me permet de surfer la vague? Et en fait, on est dans le monde de l'ingénieur beaucoup dans le contrôle et la maîtrise, et le monde du compliqué. Et le problème, ça nous permet de construire des barrages, de faire des choses absolument formidables. Et le problème, en mon sens, c'est qu'on essaye d'utiliser des outils faits pour le monde du compliqué pour appréhender le complexe. Donc, ce n'est pas la même mesure. Évidemment, on peut s'entraîner à être surfeur et éventuellement sur la plage, et ensuite on peut guider la posture du surfeur, mais ce n'est certainement pas en essayant de maîtriser la vague. Eh bien, la vague du vivant, il faut apprendre à la surfer et ne pas essayer de la maîtriser. J'ai pas vraiment répondu, on pourra en discuter en aparté pour aller plus profondément, mais il y a des méthodes qui nous permettent d'être plutôt dans la posture que dans l'indicateur des résultats. Parce que là, sinon, en fait, tout retentit sur tout. Même les ODD, c'est ça. Je touche à ça et en fait, tout retentit sur le reste. Mais si je vous dis de là à la gare, je vous donne un vélo, je vous donne la direction, vous connaissez le code de la route, vous n'avez pas besoin de mesurer tout ce qui va croiser votre chemin entre ici et la gare, et mettre des capteurs partout et du digital partout pour ça. Et on a un peu cette tendance-là, parfois, à vouloir finalement répondre par la complication à des questions complexes. Merci Tariq. Merci. Donc vous restez encore jusqu'au repas. Donc voilà, oui. Pour ceux qui souhaitent poser des questions en aparté, ça sera l'occasion. Je peux dire encore une phrase? Bien sûr. Je vous souhaite plein de courage et plein d'action, parce que l'époque est vraiment pleine de tensions et de contradictions. Ne vous laissez pas désespérer pour ceux qui sont déjà convaincus, et pour les autres, j'espère qu'on a réveillé plus l'envie d'avenir que la peur de l'avenir, parce que c'est ça le vrai moteur, la joie et l'envie. Merci beaucoup.